fait, grâce à cet argent, elle fait des dépenses. Sauf qu'un jour, le mari a mis un piège à rat dans une des poches de son pantalon, et elle s'est fait prendre les doigts là-dedans, et elle a été poursuivie en justice. Et devine qui a gagné? Qu'est-ce que nous manions tous les jours, qui circule de main en main, qui semble aller de soi, mais qui a un grand pouvoir sur nos vies? C'est l'argent, le double mythique de la monnaie, comme l'écrit le journaliste Paul Fabra. Simple instrument pour certains, valeur idolâtre pour d'autres. C'est la façon dont on s'empare subjectivement de cet objet déroutant et fuyant que nous interrogerons en nous penchant sur un ouvrage de référence de la sociologie économique, La signification sociale de l'argent, de Viviana Zelizer, traduit en 2005 en France. J'ai donné rendez-vous à Hala ici dans une banque internationale. Ce n'est pas une banque que vous trouverez qui a pignon sur rue. C'est une banque qui nous a été ouverte par Michel Adouane, le directeur général délégué, que je tiens à remercier ici, pour pouvoir parler de la question de la monnaie, mais la monnaie sociale. Pour ce faire, je vais échanger et interroger cette notion avec Hala. Bonjour Hala. Bonjour Olivier. Comment vas-tu? Ça va et toi? Très bien. Je te propose d'entrer dans le vif du sujet tout de suite. On va s'installer et on va pouvoir interroger cette question. Parfait. C'est quoi l'argent? Toi, tu définirais ça comment? Eh bien, je dirais que c'est un moyen d'échange, quelque chose qui nous permet de nous procurer d'un objet ou d'un service, justement moyennant d'argent. C'est-à-dire que si moi j'ai besoin de récupérer ton smartphone, eh bien je vais te donner de l'argent en échange à la valeur estimée de ton smartphone justement. Mais c'est tout à fait juste. Là, tu as vraiment une vision qui est celle de l'économiste. Quand tu as étudié l'économie à l'école, tu avais vraiment cette présentation de la monnaie comme étant un instrument, donc un moyen d'échange, mais un instrument neutre qui permettait de favoriser les échanges marchands. Là, tu disais que tu voulais mon téléphone portable. En fait, ça venait régler une question qui était posée par celle du troc, qui est, si moi je veux te vendre quelque chose, enfin plutôt échanger quelque chose avec toi, et toi tu as cette chose en ta possession, c'est-à-dire que toi tu voulais mon téléphone portable, et moi tu vends des chaussures et j'ai envie de tes chaussures, là il n'y a pas de problème. Nos besoins se rencontrent. C'est la double coïncidence des besoins. Mais tu vois, ça dit bien son terme, double coïncidence, montre bien que c'est difficile à rencontrer. Et justement, l'argent et la monnaie est venu simplifier cette question-là. Si je n'ai pas besoin de tes chaussures et que tu as besoin de mon téléphone, eh bien, on va passer par la médiation de ce traducteur universel qu'est l'argent, qu'est la monnaie. Et c'est ça qui va permettre de transformer des choses différentes, donc des qualités différentes, un téléphone, des chaussures, en quantité. On va mesurer grâce à des quantités. Et ça, c'est, pour les économistes, l'apport principal qu'est la monnaie. Alors, c'est une fable qui est très belle, qui est très bien conçue intellectuellement, mais justement, c'est une fable, parce que ça part du postulat que nous sommes tous des individus raisonnables, raisonnés, qui réfléchissons en termes de calcul et en termes d'intérêt, tu vois. Ça, c'est vraiment ce qu'on se raconte au sein de l'école. Après, il y a une vision qui est moins connue, c'est celle des sociologues. Pour eux, l'argent, c'est pas seulement un instrument, c'est une forme de lien. C'est une forme de lien social, c'est une forme que peut prendre le lien social. Alors ça, c'est une vision que tu retrouvais à la fois chez Karl Marx, le philosophe que tu connais, forcément le père du marxisme, mais aussi un autre qui est un peu moins connu, qui s'appelle Georges Simmel, qui a écrit un livre Somme là-dessus, qui est vraiment une philosophie de l'argent, où il dit l'argent, c'est un rapport social. C'est une forme qui a été prise par le lien social, sauf que, contrairement tu vois, au lien familial, au lien amical, c'est un lien qui est impersonnel et un lien qui est froid. Tu vois un peu le raisonnement? Oui, tout à fait. Et du coup, si je comprends bien, il y a deux approches, celle des économistes et celle des sociologues. Donc, à ton avis, si on prend l'exemple de Viviane Zelizer, qui travaille sur les aspects plutôt moraux de l'activité économique, voilà, est-ce que tu penses qu'elle se situe plutôt du côté des économistes ou du côté des sociologues? Oui, alors, tu as raison de poser la question parce que son approche est originale et c'est ce qui a fait qu'elle a eu une traduction un peu tardive et qu'on a eu du mal à la situer. Elle n'est pas d'accord avec les économistes sur une chose. Eux, ils placent vraiment le primat de la raison économique et tu vois, l'argent est une des formes de cette raison économique. Ça rationalise les rapports. Ça, elle n'est pas d'accord avec ça. Elle pense que l'argent, c'est vraiment une forme du lien social. C'est exactement comme les sociologues. Mais à la différence des sociologues qui pensent que finalement, sur le temps long, l'argent va prendre le dessus sur les autres formes de liens sociaux, les liens personnels, les liens affectifs, et qu'elle va vraiment transformer ces rapports en rapports impersonnels. Zelizer, elle va se distinguer de cette partie-là aussi. Donc, quelque part, on pourrait dire que les sociologues rejoignent quelque peu les économistes.
Exactement, c'est-à-dire que pour les économistes, on avait là un postulat qui était que la raison économique est là, déjà. L'homme est un homo economicus, il est rationnel de prime abord. Pour les sociologues, c'est plus le chemin de l'histoire, ça s'appelle la téléologie, c'est-à-dire c'est la finalité qui est poursuivie par l'argent, ça rend les rapports plus froids et plus impersonnels avec le temps. Au fond, l'argent, c'est comme un cheval de Troie qui viendrait s'insinuer dans d'autres formes de rapports sociaux et les transformer en rapports calculateurs, intéressés, impersonnels. Voilà le mouvement des sociologues et comme quoi, c'est pas si différent finalement la vision des économistes et des sociologues. Et la vraie singularité des Élysées, c'est de dire, on occulte quelque chose. On a tendance à penser que les liens sociaux sont fragiles, sont faibles et qui sont transformés par la raison économique. Mais certes, l'argent transforme les liens, mais de l'autre côté, les liens sociaux, donc les liens de sexe, les liens de genre, les liens de domination, vont aussi transformer la façon dont on conçoit l'argent dans la relation. Il y a une façon de remodeler l'argent parce qu'il est pris dans des rapports sociaux qui sont structurants et structurés et qui vont faire que l'argent change de signification et qu'on ne peut parler de l'argent que par des usages différenciés de celui-ci. Et c'est ce qui fait qu'on n'est pas face à une monnaie unique, mais face à des monnaies, une pluralité de monnaies. Ah d'accord, ok. Là, je pense que j'ai un petit peu plus de mal à suivre parce que pour moi, la monnaie, c'est un seul usage. Je sais pas, il y a l'euro pour certains pays européens, il y a la livre en Angleterre, il y a le dollar aux États-Unis. Donc, ça veut dire quoi concrètement? Tu as raison, parce que c'est vrai que quand on pense à l'argent ou à la monnaie d'abord, on pense d'abord à la monnaie légale. C'est-à-dire que de la même façon, en sociologie, on parle de la violence légitime qui est détenue par l'État. C'est l'État qui s'arroge la détention de la violence légitime. L'argent, c'est la même chose. C'est l'État ou la banque centrale qui va frapper la monnaie. C'est lui qui est garant de sa valeur. C'est un élément indispensable de la souveraineté. Alors qu'elle soit nationale ou extranationale ou supranationale, quand on parle à l'euro, par exemple, puisque ce n'est pas l'État français, mais c'est de la communauté européenne. Donc c'est des institutions qui sont garantes de la monnaie et de sa valeur. Parce que si je te donne tout à l'heure 10 €, par exemple, ce n'est pas le billet en tant que tel qui a une valeur. Tu vois bien que c'est un bout de papier. Et d'ailleurs, ça s'appelle de la monnaie fiduciaire. Fides, c'est la confiance. C'est-à-dire qu'on place de la confiance dans ce bout de papier qui vaut plus qu'un billet de Monopoly. C'est un argent auquel on attribue une valeur et tu vas me rendre de la monnaie dessus si j'en ai besoin, parce qu'on sait qu'il y a l'État qui est derrière. C'est lui, c'est ce tiers de confiance qui fait que cet argent a de la valeur. Donc ça, c'est la monnaie légale. Mais simplement, tu ne peux pas te contenter de penser qu'il y a cette seule monnaie qui existe. Je vais te donner un exemple. En temps de guerre, on le voit quand on regarde des vieux films ou quand on lit des livres, ou en prison, il y a d'autres façons de faire du commerce. Avec les cigarettes, par exemple. On troque des cigarettes. C'est un moyen d'échange. Si tu vas dans les cours d'école, les billes ou les cartes Pokémon, là aussi, tu as un moyen d'échange. Donc, on crée d'autres formes de monnaie. C'est ce que Zelizer appelle de la monnaie sociale. Et cette monnaie sociale, ça peut être n'importe quel objet. Mais c'est un objet dont il y a une reconnaissance par les autres, par l'environnement social, de la valeur. Et n'importe quoi, à ce moment-là, peut devenir de la monnaie. D'accord, ok, je comprends mieux. Mais en même temps, c'est quand même un petit peu complexe parce que nous, on a grandi un petit peu avec la notion que 1 €, c'est 1 €, ouais. 1 $, c'est 1 $. Donc, c'est assez compliqué quand même de sortir de cette notion-là et de vraiment saisir cette forme de pensée. Là, tu parles de la valeur de l'argent. 1 € égale 1 €, et voilà, point. 1 $ égale 1 $, et si tu regardes la conversion sur le marché d'échange, tu vas voir combien il faut d'euros pour avoir 1 $ et vice-versa. Voilà, point. Ça, c'est la monnaie froide et objective qu'on trouve pour les économistes. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une monnaie qui est chargée aussi symboliquement. On lui donne un sens, une portée, une valeur qui fait que la valeur objective, nominale, avec le 1 € égale 1 €, eh ben, elle est toujours relative, en fait. Là, j'avoue que ça peut paraître très abstrait. Imagine que quand tu vas faire tes courses, tu reviens avec de la monnaie chez toi, de la petite monnaie. Tu mets ça dans l'entrée chez toi, dans une petite coupelle. Et en fait, quand tu pars chaque jour, quand tu sais que tu dois acheter du pain, que tu dois payer le parc-mètre, ou que tu prends de l'argent pour le type qui est en bas de chez toi, qui mendie tous les jours, bah, tu vas prendre un peu d'argent de cette coupelle. Et tu vas le payer. Cet argent, c'est de la menu monnaie. Pour toi, il n'a pas beaucoup de signification, il n'a pas beaucoup de valeur. Tu as peut-être 10 € en petite pièce, mais ce n'est pas vraiment 10 €. Par contre, prends la tirelire. Tu t'appliques à mettre, chaque fois que tu as un peu d'argent économisé pour un enfant, tu mets dans cette tirelire. Et tu as la même somme, 10 €. Bah, ce n'est pas comme ta coupelle. Cette tirelire, elle a une charge symbolique très forte parce que tu imagines déjà ce que tu vas pouvoir acheter avec cet argent. Un jeu vidéo, des chaussures, un smartphone.
Donc cet argent, il est précieux. Tu ne peux pas imaginer le drame pour un enfant si les parents ou le frère ou la sœur vient piquer dans la tirelire. C'est un vrai drame. Là, cet argent, il a une valeur supérieure à ces 10 euros. Encore un autre cas de figure, le billet de banque que j'ai dans ma poche. Je sors de chez moi, j'ai pas envie de le casser, mon billet de banque de 10 euros, j'ai pas envie d'acheter une baguette à 1 euro, j'ai envie de le garder. Et si quelqu'un me demande de l'argent dans la rue, le même que celui qui est en bas de chez toi, je vais peut-être lui dire que j'ai pas d'argent. Alors, je mens et je mens pas en même temps, parce que c'est-à-dire que oui, j'ai de l'argent, mais je vais considérer que cet argent n'est pas dédié à cet usage-là. Donc, je vais le garder, je vais le réserver. Et ça, c'est vraiment le critère crucial qui fait qu'on va marquer la monnaie. C'est super intéressant parce que quelque part tu dis que l'argent n'a pas que de la valeur pécuniaire. Ça me fait penser à un exemple de mon enfance. En fait, quand j'étais à l'école primaire, j'ai collectionné des pièces de 1 euro, 50 centimes, 2 euros des différents pays européens et différentes années de publication parce que je trouvais ça chouette, je trouvais ça cool. Et du coup, j'ai fini par avoir une somme assez importante qui restait juste chez moi parce que moi je trouvais sympa d'avoir différentes pièces de différents pays. Je vois très bien l'esprit de collectionneur. Moi je vais te montrer un autre exemple. Je l'ai pris avec moi, alors je me redresse. Dans mon porte-monnaie, j'ai un billet lambda, $1. Ouais. Bon, ce billet je l'ai depuis 2007, je crois, 2017. Alors, en tout cas, il est là, il m'accompagne depuis fort longtemps. Parce que c'est un billet que j'ai ramené des États-Unis. Alors tu sais, il y a toujours cette histoire autour du dollar américain qui est, c'est le premier dollar de la fortune. Tu commences avec $1 et tu deviens riche. C'est pas du tout cette signification-là, c'est que j'ai vécu aux États-Unis et je l'ai rapporté avec moi. Il pourrait partir demain dans l'achat d'une baguette ou un donut si j'étais aux États-Unis. Mais ça serait ridicule parce que la charge émotionnelle de ce billet est beaucoup plus vaste et large que le dollar américain par la valeur qu'il représente. C'est la charge émotionnelle, c'est la charge affective, et ça va au-delà d'1 $. Et tu vois, ça veut dire que cet argent, d'une certaine façon, en le mettant dans mon porte-monnaie, en l'empêchant de circuler, je l'ai retiré de la circulation. J'en ai restreint l'usage. Et cette spécialisation de l'argent par des fonctions que je lui affecte, c'est ce que Zelizer appelle le marquage de la monnaie. C'est extrêmement important parce que c'est vraiment son concept clé. Marquer la monnaie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le temps ancien, maintenant on ne le fait plus trop, je prenais un billet et je notais quelque chose dessus. Je mettais un mot pour mon amoureuse, par exemple. Et ce billet était transformé, il était personnalisé. Ce n'était pas un billet impersonnel, c'était un billet qui m'appartenait et qui était destiné à quelqu'un en particulier. Je crois qu'aujourd'hui, il ne faut pas faire ce genre d'opération. Oui, je pense qu'il faut éviter. Je pense que déjà, ça veut dire que ton billet n'aurait plus de valeur. Donc ne t'amuse pas à faire ça sur un billet de 100 euros. Et en plus, je pense que c'est passable de poursuite judiciaire. En tout cas, toute transformation de ta monnaie et personnalisation fait qu'il est retiré du circuit marchand. Ça, c'est sûr. Donc ça, c'est un marquage littéral. Aujourd'hui, on ne fait pas ça, d'accord. Mais tu as des façons quand même de marquer symboliquement l'argent. Comment on pourrait définir cet effet de marquage? C'est que je vais prendre une image qui, j'espère, va être parlante. Quand tu as un barrage hydraulique, tu sais que quelque chose qui va bloquer l'eau, qui va permettre de faire varier les flux d'eau et donc des rivières. Ben, c'est la même chose. Le marquage, c'est une façon de réguler la circulation de la monnaie. Quand tu mets dans ta tirelire, tu sors de l'argent du circuit marchand. Or, d'un point de vue économique, la raison économique dont on parlait tout à l'heure, plus l'argent circule, mieux c'est. Ça crée de la richesse, ça crée de la valeur s'enrichit. Spéculer, c'est voir l'argent circuler. Or, le marquage de l'argent, ça paraît aberrant du point de vue économique, mais ça prouve, comme le disait Zelizer, que les logiques sociales, elles sont fortes, elles sont prégnantes. Mais c'est rationnellement irrationnel, si j'ose dire. Et ça montre que dans notre petit esprit, il y a toujours une raison primitive qui continue à fonctionner, parce que l'argent primitif, il ne cherchait pas à créer de la richesse économique et à créer de l'investissement et d'une promesse de richesse future sur l'avenir. Non, il était réservé à certains types d'usages, il était spécialisé lui aussi. Les coquillages, les cailloux que tu utilisais, ils avaient des usages spécifiques, et notamment des dons cérémoniels, des rituels sacrés. En tout cas, il y avait une vocation qui était spécialisée derrière l'argent. Or, nous, notre argent est devenu impersonnel. Mais les logiques sociales sont toujours là. On a une raison primitive qui est plus forte que la raison économique. Ok, donc c'est plutôt une façon archaïque de voir les choses, mais je suppose que ça a tendance quand même à diminuer. Ça, détrompe-toi, c'est pas sûr. On voit, en fait, c'est bien le travail qu'a fait Zelizer, c'est qu'elle se concentre sur une période historique déterminée, où normalement c'est vraiment la raison économique qui a pris le dessus. Je m'explique. Elle parle des années 1870-1930.
C'est un moment où l'État fédéral américain cherche à homogénéiser l'argent, faire en sorte qu'il n'y ait plus des monnaies parallèles ou secondaires qui circulent. Chaque État pouvait produire sa monnaie. Les magasins pouvaient émettre des bons d'achat. Et l'État a cherché à mettre de l'ordre là-dedans en disant il y a une seule monnaie, une monnaie légale qui est notre dollar qu'on a vu tout à l'heure. À côté de ça, il y a une monétisation de la vie accrue. Il y a un consumérisme qui s'installe parce qu'on produit de plus en plus. Et donc des sphères comme la famille voient l'argent pénétrer en leur sein. Alors, on aimerait qu'elle soit préservée de l'argent, mais en fait l'argent pénètre là-dedans. Et là où Zelizer soulève un paradoxe qui est intéressant, c'est que plus on homogénéise, plus la raison économique devrait triompher. Et pourtant, on assiste à une diversification, à un usage de plus en plus différencié de l'argent au sein de ces sphères, comme la famille, ou comme la sphère amicale, ou comme la sphère de la charité. Donc ça, c'est intéressant. L'homogénéisation ne produit pas une simplification. Et d'ailleurs, la question de l'argent ne va pas de soi. Elle pose problème. On se pose la question monétaire à ce moment-là de façon accrue, et notamment la question de comment on peut bien dépenser son argent. Là aussi, je m'explique. On prend un exemple qui est un peu plus récent. On parle beaucoup de la Russie aujourd'hui, mais il y a peu, en Russie, le système était le système soviétique, un système communiste. Quand l'URSS s'est effondré, on a pensé que la Russie passerait très naturellement au système libéral marchand. Et en fait, on s'est rendu compte que ça a été complexe, qu'il a fallu un apprentissage. La raison économique ne va pas de soi. C'est la même chose. C'est pas parce que l'argent pénètre dans toutes les sphères de la vie que les gens s'en emparent et savent exactement comment le dépenser. Donc il y a eu ce qu'on peut appeler des entrepreneurs de morale, à travers la presse, à travers des manuels de savoir-vivre ou de l'économie domestique, qui vont t'expliquer comment apprendre à bien dépenser cet argent. Rien ne va de soi, il va falloir acquérir ses compétences. Donc ça prouve bien que l'argent, c'est un rapport social. Ça va rentrer dans la famille, mais ça ne va pas rester indemne, ça va être transformé par les usages, par les significations, par les valeurs et les normes qui sont en vigueur dans les familles pour pouvoir se réapproprier cet instrument dont on ne savait trop quoi faire, avec des usages qui sont conformes à ceux qui étaient en vigueur dans la société à ce moment-là. Finalement, l'argent est redéfini, son sens change par rapport aux situations dans lesquelles il se trouve pris. C'est comme la parole. Quand tu t'adresses à quelqu'un, tu ne t'adresses pas de la même façon à ton patron, qu'à des enfants, qu'à un commerçant, qu'à des amis. Tu changes ton vocabulaire. Même la dénomination de l'argent change en fonction des contextes dans lesquels il est pris. Je te donne un exemple tout simple. Si je te dis argent de poche, tu penses à quel type de relation? La relation parent-enfant. Ouais, forcément. Est-ce que tu penses que c'est une relation égalitaire ou inégalitaire? Inégalitaire. Et si je te dis argent de la charité, par exemple? Là, je dirais que c'est l'argent pour aider ceux qui sont dans le besoin, plutôt inégalitaire. Exactement. L'argent pour les fêtes, pour les anniversaires, pour les mariages? Là, je pense à des cadeaux. Ouais, et là, on est dans un lien affectif, donc plutôt entre personnes qui sont à égalité dans le rapport. On pourrait aussi dire le salaire. On peut continuer avec l'argent de la corruption, l'argent sale. L'argent peut prendre des formes très, très diverses et variées. Mais tu vois, c'est toujours des rapports sociaux qu'on arrive à déterminer par la nomination même de l'argent. C'est toujours pris dans des rapports sociaux et on arrive à mieux les comprendre. On en revient toujours à la même idée, c'est que l'argent change de signification en fonction du contexte et de la situation. On va même pouvoir préciser un petit peu. Quand Zelizer parlait de marquage, ça dépend de situations qui peuvent être de 3 types, à mon avis. La provenance de l'argent, d'où il vient cet argent, celui qui en est l'usager ou le détenteur, c'est-à-dire qui le manie, cet argent, et enfin la destination. À quoi il sert cet argent? Alors, aucune de ces situations n'est pure en tant que telle, parce que forcément, en fonction de la provenance, ça va avoir un effet sur la destination. Mais on peut essayer de les isoler. En cours, je m'amusais à donner un exemple qui était parlant pour beaucoup d'étudiants et qui était assez troublant, c'est l'argent de la prostitution. La provenance. Le client paye un rapport marchand sexuel. Bon. Cet argent-là est différent de l'argent qui est perçu, parce que ça peut se combiner pour les aides sociales, les allocations, les APL, par exemple. Et on se rend compte que chez les prostituées, l'usage de cet argent n'est pas le même, en fonction de sa provenance. C'est-à-dire que si c'est l'argent qui est produit de l'activité, c'est un argent qui a tendance à brûler les doigts. Il est vite rentré et il sort vite aussi. On s'en sert pour du shopping, des achats un peu ostentatoires, pour aussi parfois de l'alcool, des sorties en boîte de nuit, de la drogue, tu vois, des usages de ce type-là, parce que c'est comme un argent qu'on ne peut pas conserver. Par contre, l'argent qui est perçu par l'État, les allocations par exemple, il va être mis de côté pour des usages qui seront plus pérennes, qui seront jugés plus sérieux. Donc on retrouve une distinction par la provenance de l'argent.
Ouais, ça fait sens parce que l'argent qui provient de la prostitution, c'est souvent du cash, donc quelque chose qu'on peut pas vraiment traquer, alors que l'argent qui provient des allocations, bah, c'est souvent des virements, donc c'est de l'argent qui peut être contrôlé, qui peut être suivi. Ouais, c'est ça. Mais c'est aussi une question des valeurs et des normes qui sont autour de l'argent et qui sont liées au type de relation qui a été engagée entre un client et une prostituée ou entre l'État et la prostituée. C'est pas le même type de rapport et donc l'usage va changer. Je vais essayer de rentrer dans un cas de figure différent, parce qu'on parlait là de la provenance. Mais si c'est la même provenance, par exemple, et toi et moi, nous sommes salariés. Donc on peut imaginer que, selon la théorie de Zelizer, je te parlais du marquage de l'argent, bah, ton argent, comme mon argent, ils ont la même utilité, ils ont le même usage. On va le dépenser de la même façon, puisque c'est la même provenance. Mais c'est sans compter le détenteur. C'est-à-dire que comme ça t'a pas échappé, tu es une femme, je suis un homme, et peut-être que le fait qu'on n'ait pas la même place dans l'entreprise, dans la société, dans la famille, dans le jeu relationnel, va avoir une influence sur la façon dont on va dépenser notre argent. Alors heureusement, on tend de plus en plus vers une égalité de cet usage de l'argent, même si l'égalité salariale n'est pas encore là. Mais si tu vas au début du XXe siècle, et c'est ce que montre Zelizer, là on part de très très loin, tu vas le voir. Une femme qui gagne de l'argent ne prête pas le même rôle à cet argent qu'un homme. L'homme qui gagne un salaire est réputé apporter de l'argent sérieux. C'est lui qui subvient aux besoins du foyer. La femme, par contre, si elle est salariée, cet argent, il ne lui appartient pas en propre. Il appartient à son mari qui choisit éventuellement de lui restituer une partie de cet argent sous forme de don ou de cadeau. Cet argent salarial, c'est l'argent du don ou du cadeau. Ce n'est pas un argent dit sérieux. Mais c'est scandaleux. Oui, ça l'est. Ça l'est. Et encore, je n'ai pas terminé avec le raisonnement, parce que non seulement il est perçu que comme ça, cet argent, mais quand elle a de l'argent entre les mains, cet argent ne lui est pas dédié. Ce n'est pas de l'argent personnel, c'est de l'argent pour le foyer, ce n'est pas pour se faire plaisir soi. Et elle est complètement dépendante, cette femme au début du XXe siècle, enfin fin 19e, début 20e aux États-Unis, elle est complètement dépendante du bon vouloir du mari qui va lui donner de l'argent pour qu'elle puisse acheter des biens alimentaires, faire le repassage, faire les courses, etc. Si le mari est radin, elle va avoir du mal à équilibrer ses dépenses, même pour le ménage. Donc elle va trouver des astuces pour arriver à soutirer un peu d'argent. Gonfler la facture d'électricité, gonfler la facture de teinturier, ça lui permettra de faire d'autres courses derrière. Et il y a un exemple qui cite que je trouve très drôle, mais qui est terrible en même temps, d'une femme qui piquait de l'argent dans la poche de son mari, de costume, quand elle faisait le repassage. Elle prend l'argent de la poche et en fait, grâce à cet argent, elle fait des dépenses. Sauf qu'un jour, le mari a mis un piège à rat dans une des poches de son pantalon et elle s'est fait prendre les doigts là-dedans et elle a été poursuivie en justice. Et devine qui a gagné? Bah, j'espère que c'est la femme qui a gagné. Eh bien non, c'est le mari, parce qu'elle n'avait pas à prendre cet argent dans la poche de son mari et encore pire, la justice a considéré que le mari était légitime à placer des pièges à rats pour attraper sur le vif sa femme qui lui volait et dérobait de l'argent. Bah, ça m'étonne pas trop. Donc tu vois, on part de très très loin et on voit, et c'est ce que montre Zelizer aussi, dans cette période de 1870 à 1930, il y a eu une redéfinition au fur et à mesure. Le don, au départ, je te donne de l'argent, de façon irrégulière, selon mon bon vouloir, tu es complètement dépendante de moi. Puis après, par une requalification, et notamment par le biais d'entrepreneurs de la morale, mais aussi par la justice, on a dit, voilà, on va verser une allocation. Elle est plus régulière, mais cette solution est paru satisfaisante dans un premier temps, et puis après on s'est dit, mais ça maintient quand même la dépendance, ça maintient un lien de soumission de la femme vers le mari. Et est arrivée la solution du conjoint. Alors ce n'était pas tous les Américains qui se sont mis au conjoint, mais les femmes les plus émancipées, les plus libres, ont eu droit à disposer d'un conjoint, ce qui permettait de gagner de l'autonomie et une place plus équilibrée au sein du foyer, parce que c'est toujours une question de justice et d'équité finalement qui se joue là. L'autonomie, la liberté, l'émancipation passe aussi par le rapport à l'argent. D'accord, mais là j'ai l'impression que tu commences à t'éloigner un petit peu du sujet. Détrompe-toi, parce qu'en fait, quand on parle d'argent, on parle toujours d'autre chose. Et c'est ce qu'on voit quand on dit qu'il y a un marquage ou quand c'est pris dans des usages et des significations sociales. Ça me permet de venir au dernier point, je t'ai dit, du marquage, qui était soit la provenance, soit l'usager, soit la destination. Et là, tu vas voir justement que l'argent peut avoir une valeur de présent sentimental, de cadeau. Donc on parle bien d'autre chose. Si on veut faire un cadeau, c'est aussi un usage qui s'est démocratisé sur la période qui a été décrite par Zelizer. On peut offrir de l'argent. Mais c'est assez compliqué,
Parce qu'on ne peut pas le faire avec n'importe qui, sous n'importe quelle forme. Il y a des rituels, il y a un cadre qui doit être créé. Ça nécessite une certaine forme de compétence sociale. Par exemple, je vais faire un Noël au bureau, vous faites peut-être ça aussi, le Santa secret. Secret Santa. Voilà. Et tu sais, on met toujours une limite de prix, là, c'est 10 € par exemple. Si j'arrivais avec un cadeau de 100 €, on pourrait dire que c'est déplacé, mon geste. Il y a une compétence sociale que je n'ai pas là. Et ça serait presque de la subordination. On chercherait à acheter quelqu'un, je chercherais à mettre un rapport de domination là où il n'y en a pas. Donc le contrôle de mon temps permet d'avoir un échange équilibré. Je vais prendre un exemple plus traditionnel. Quand tu vas chez ta grand-mère ou chez ton grand-père, il a envie de te faire un cadeau en argent. Il y a tout un rituel. C'est qu'il ne te le fait pas dès que tu arrives, il ne te le fait pas au milieu, souvent il le fait juste au moment où tu vas partir, il fait comme s'il n'y avait pas pensé et tout d'un coup il dit tiens, attends, j'ai quelque chose pour toi, et il te sort une petite enveloppe, et dans cette enveloppe il y a de l'argent, avec un petit mot. Voilà comment on va transformer de l'argent en cadeau, en don, en présent affectif. On crée de l'affectivité, du sentiment sur cet argent. De la même façon que quand tu reçois de l'argent, un gros chèque, par exemple, d'un oncle, d'une tante, parce que tu as réussi tes examens, souvent il te dit, bah voilà, je te donne cet argent parce que je sais que tu as envie de t'acheter un scooter. Et en fait, déjà, il donne la destination de cet argent. Il dit, tu ne pourras pas l'employer pour n'importe quoi. Il faudra que ça soit destiné à cet usage. Et toi, si tu es une petite fille bien élevée ou une nièce bien élevée, soit tu vas l'inviter à voir le scooter, soit tu vas prendre une photo du scooter une fois que tu l'as acheté, tu vas dire « Merci tonton, voilà le scooter ». On voit, on vérifie. Cet argent, il est restreint, il est marqué pour un usage déterminé. Donc ça, c'est une autre forme de contrôle de l'argent par la destination. Tu vois, encore une fois, quand on parle d'argent, on parle d'autre chose. Du coup, si on devait en conclure, bah, j'ai l'impression que finalement, c'est pas tant l'argent qui a du pouvoir, que c'est peut-être un petit peu une exagération. J'ai l'impression que c'est plutôt l'usage qu'on en fait qui est le plus important. C'est un peu comme quand on parle de technologie, on dit toujours que les technologies en soi ne sont ni bonnes ni mauvaises, mais qu'en fait on peut faire un mauvais usage. Mais là aussi, il faudrait nuancer, parce qu'il y a un vrai pouvoir de l'argent, une sorte de pouvoir invisible de l'argent. On ne va pas tomber dans des théories complotistes, conspirationnistes ou autres, mais le pouvoir de l'argent, c'est ce que disait Marx, c'est le fétichisme de l'argent. Pour nous détourner des vrais rapports qui existent derrière, c'est-à-dire les rapports sociaux inégalitaires, les rapports de genre, les rapports de domination et d'exploitation. Tu vois, peut-être que finalement, on s'est trop concentré sur l'argent. On veut voir ce qu'est l'argent et on veut en faire une perspective critique. Ce qu'il faudrait penser, c'est plutôt la société qui a permis à l'argent de coloniser l'ensemble des sphères de l'existence et d'apporter une transformation à l'ensemble des équilibres.